Un, deux, un, deux. On est bon? On est bon. On est parti? Tout est OK? Quand tu veux. Un dernier réglage de Manu. J'ai pas beaucoup de retours casque, vous en avez, vous? Moi, Ouais, c'est bon. ouais, franchement, pas Moi, mal. ça va. Vas-y, tu peux augmenter. Hein. Yeah. Yeah. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Ouais, on est bon. Impec. OK. Bienvenue sur le Triple Show. Mon nom est Biekid, accompagné de Monsieur Manu du Bazar Naum, l'endroit qu'on occupe actuellement, l'espace qu'on occupe actuellement, et Monsieur Barlemby, artiste de la région caennaise, qui fait dans le reggae, raga et dancehall et rap aussi. Donc des univers assez ouvert, quoi, et c'est assez maîtrisé. Donc voilà, mes invités d'aujourd'hui, comment allez-vous, messieurs? Ça va pas mal. Franchement, au calme. Ouais, pareil pour moi. Ouais, la semaine était un petit peu dure, mais ça va. Ça va, je suis content d'être là ce soir, enfin ce soir, cet après-midi, pour discuter avec vous, échanger sur les faits d'actualité, vos actualités et autre chose. Les actualités internationales. Exact, les relations extérieures et Ouais, intérieures. Alors, on va commencer par Manu. Manu qui nous a donné l'occasion de mettre sur pied cette émission, le Triples. Il a trouvé que c'était une très bonne idée. Je lui ai vendu ça. Tu m'as bien vendu. Ouais, je l'ai bien vendu. Et il est tombé dans le panneau. Donc, voilà, Manu. C'est parce que c'est une chance pour nous d'accueillir Ici, on est au studio du Bazar Naum, qui est un lieu collectif. Mhm. Et c'était une chance d'avoir une émission comme ça, complètement autonome, qui une fois par mois, enregistre dans le studio, utilise le studio. On a mis énormément de temps à construire tout ça et on est super content quand Beaucoup ça de sert travail, ouais. à des gens. Il y a beaucoup de travail. Ça se voit, franchement, très, très bon taf. C'est propre. Hein. Et Oui, c'est propre. Ouais, c'est propre, c'est ça, littéralement et métaphoriquement parlant. J'aime bien ce mot, métaphoriquement. En tout cas, c'est complètement insonorisé T'es chaud, et ça permet d'avoir d'autres activités à côté et de ne pas se polluer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a un atelier à côté de fabrication, par exemple, et qu'il est tout à fait possible de faire une émission de radio ou de répéter avec un groupe ici pendant qu'il se passe des trucs dans l'atelier qui sont assez bruyants en général. C'est ça. Tout comme il est possible de rester enfermé dans cette pièce avec un groupe pendant plusieurs journées, avec du son, et de pas du tout polluer les autres activités du collectif à l'extérieur, qui sont plus des activités souvent de bureau et autres. Quoi. Et du coup, c'est quand même un outil super pratique d'avoir un studio comme ça, complètement insonorisé, en plein milieu d'un lieu collectif. Et en plus, on a la lumière du jour. C'est ça. Et on en est très fiers d'avoir réussi à avoir la lumière du jour dans un studio avec des murs aussi épais. Donc, alors, excusez-moi, je sais pas si ton micro il fonctionne. C'est bon? Ah oui, ou alors tu m'annonces qu'il fonctionne pas, mais moi je peux pas vraiment m'en rendre compte. Je sais pas. Si, il fonctionne son micro. Si, il fonctionne. Il y a l'air d'y avoir un signal, ouais. Ouais, il y a l'air. Ouais. Excusez-moi, hein, je suis un peu parano parce que Pas de souci, Bertin. tout ça, c'est assez difficile à mettre en place et assez compliqué, quoi. Donc, j'ai pas envie de recommencer quoi que ce soit. En général, les vrais parano, ils veulent que les micros, ils fonctionnent pas, justement. Non, là, c'est quand tu portes le mauvais œil, c'est autre chose. Là, je suis parano que tout fonctionne à merveille. Faut dire que tu fais tout seul. C'est peut-être ça qu'il faut signaler. Non, pas tout seul. Il y a toi, il y a Barlem, il y a Une l'équipe. équipe technique. Oui, il y a l'équipe technique qui... C'est vrai que, bon, au niveau logistique, nous sommes peu. Au niveau du nombre, mais ça va, on s'en sort bien parce qu'il y a des volontaires. C'est surtout ça le plus dur à avoir, ce sont des gens volontaires. Donc voilà, Manu, merci déjà pour cette petite introduction, mais je voulais que tu nous parles un petit peu du Bazar Naum, qu'est-ce que c'est, ouais. Parce que là, les gens le voient pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Et même à Caen, je crois qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas ce que c'est. Quelles sont les activités? Qu'est-ce que vous proposez? Qui êtes-vous? C'est quoi le Bazar? C'est un collectif d'artistes et de structures évoluant dans le monde du spectacle. Ouais. Donc il y a des gens de toutes les disciplines artistiques. En fait, il y a aussi bien des plasticiens que des gens de théâtre, que des décorateurs, des constructeurs, des administratifs. Des musiciens, bien sûr, des comédiens, des costumières. Il y a une costumerie aussi comme outil mutualisé ici, par exemple.
Et donc ces gens-là se sont mis ensemble il y a plus de presque 25 ans sur des initiatives assez alternatives, qui sont restées alternatives, c'est-à-dire à côté du système. Et c'est un collectif qui a grossi, simplement, qui a réussi à consolider année après année une asso assez forte, qui se réunit toutes les semaines, qui prend des décisions collectives de manière horizontale. Ça vous cause ça? Horizontale, C'est le c'est-à-dire contraire de pyramidal. Ah oui, ok, Donc dans ce sens-là. ça peut prendre du temps de prendre des décisions de cette manière-là, mais par contre, au moins, ça scelle un fonctionnement associatif solide C'est ça. et équitable. Ça fonctionne que là-dessus. C'est une grosse association qui reste non rentable et qui essaye au maximum de dégager d'abord de l'activité pour les gens dans leur domaine d'activité, de pouvoir développer chaque activité. C'est-à-dire qu'un musicien peut faire de la musique grâce à un outil comme le Bazar Naum. C'est ça. Un décorateur peut travailler avec d'autres décorateurs sur un décor ici, maintenant qu'on a l'atelier. On essaye de mettre à la portée de tous des outils de travail, en fait. C'est un outil de travail, le Bazar Naum. Pour s'exprimer et s'épanouir, quoi. Oui, et puis on arrive toujours à faire plus de choses quand on est nombreux. C'est ça. C'est-à-dire on s'est mis tous un toit sur la tête. On s'est donné des salles de répète avec ce lieu. On s'est donné un atelier de construction. Bon, je parlais de la costumerie. Ce studio, c'est aussi un outil de travail. Il y a aussi ce qu'on appelle la CRC pour faire de la sérigraphie. Il y a des ateliers de peinture. Donc c'est tous ces outils. Il y a une cuisine aussi. C'est important d'avoir une cuisine dans un lieu collectif. Ça peut servir. Et parmi, c'est pas que pour vous, c'est pas pour vos repas en fait, pas que pour vos repas. Vous faites aussi c'est quand même bien pour nous. Hein, on s'oublie pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi, ça a été l'occasion de s'ouvrir un peu sur l'environnement du Bazar Naum, sur la presqu'île. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas ignorer le contexte dans lequel on s'installait. C'est ça. Avant, on était dans le quartier le plus bourge de Caen. Je m'en rappelle. En haut de l'avenue de Creully. C'est ça. Dans les anciennes imprimeries Malherbe, et on était entouré vraiment de la bourgeoisie cannaise. Quand on est arrivé ici, c'était complètement l'inverse. On s'est retrouvé vraiment dans une zone très sensible, avec d'abord des migrants, des gens en grande difficulté, en grande précarité, voisins de la Boussole, qui est le centre d'accueil de jour, voisins des CAO, des centres d'accueil et d'orientation qui sont de l'autre côté, qui accueillent les familles en transit, qui sont vraiment en très grande difficulté, le monde de la prostitution qui est juste à côté de nous aussi, et puis une presqu'île qui est quand même socialement très 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 sensible, quoi. Donc on a essayé de tenir compte de ça, et c'est mis en place par une équipe un petit peu autonome, parce qu'on aime bien aussi accueillir des équipes complètement autonomes comme la vôtre pour l'émission. Là il y a une équipe autonome qui s'est mise en place pour offrir un repas une fois par semaine aux gens à nos voisins, qui en ont besoin, aux gens qui ont faim autour de nous, quoi. Et c'est pareil, ça à la fois ça a grossi et en même temps c'est resté assez raisonnable, ça s'est autogéré. Et maintenant il y a entre 50 et 60 repas tous les samedis qui sont proposés à nos voisins. Énorme. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour cette initiative? Ouais, on les applaudit. Moi, j'y suis pas tous les samedis. Ça nécessite énormément d'astreinte, d'assiduité. Faut être là, quoi. Faut être là tous les samedis. Il faut des gens. Le rendez-vous est à 10h du mat en cuisine. On récupère des produits gratuitement, le plus possible. Et du coup, il s'agit de transformer ces produits en un plat, le plat du samedi, et essayer de réunir déjà les gens qui sont autour, de mettre un peu de musique aussi. Il y a toujours un mix qui tourne, de manière à pas être une distrib comme les autres. C'est aussi. ça, ouais. Voilà. Mettre un peu de chaleur là-dedans. Voilà, ça c'est pour les activités un peu humanitaires. Et puis, je pourrais... faut m'arrêter, parce que sur les activités du Bazar Naum, on est là pour ça. Dire, donc voilà, là on a bien, pour ceux qui vont te regarder et écouter cette émission, donc on a bien compris qu'on était dans une structure qui accueillait les artistes et de divers univers, d'univers différents, et qui leur permettait de s'exprimer sous le regard, on va dire, de la ville, qui nous permet aussi d'avoir ces lieux-ci et de les exploiter. De bien les exploiter, mettre ça au service des jeunes qui veulent, et des jeunes comme des plus âgés, quoi, qui ont des trucs à proposer, des trucs cohérents, intelligents et qui font du bien à la société, quoi. Faire du bien à son prochain. Ouais, tu as raison de signaler que c'est un petit peu biblique. C'est une mise à disposition, effectivement, de la mairie. On était anciennement chez un bailleur privé, c'est-à-dire qu'on louait
un bâtiment anciennement, et que celui-là, par contre, une ancienne petite usine de citernes, nous a été attribué par la mairie qui avait racheté cette usine et qui l'a mise à disposition de notre collectif. On était à ce moment-là en très grande difficulté parce qu'on n'avait plus de toit sur la tête. Et on a réussi à obtenir que la mairie mette à disposition ce local, qu'on a transformé à l'intérieur, bien sûr, hein, vous pouvez vous en rendre compte. C'est très, très et différent. Que la mairie a aussi transformé par l'extérieur, c'est-à-dire que tout dernièrement, ils ont changé le toit et isolé les murs à l'extérieur. Et vous avez pu voir la différence, c'est quand même pas mal. C'est très très beau. C'est isolé, il fait pas trop froid. C'est neuf surtout. Et ouais. Donc nous, on s'est chargé de tout l'aspect fonctionnel et puis déco à l'intérieur. Et puis la mairie a fait quand même ce geste d'isoler par l'extérieur. Donc, et je vous ai pas encore parlé du bal monté. Peut-être que tu veux que j'y vienne. C'est là que je voulais en venir, hein, parce que donc ouais, je disais donc on a compris voilà que le fonctionnement un petit peu de cette structure, mais vous avez aussi monté une scène quoi. Oui, vous avez construit une scène pour accueillir les artistes, quoi, accueillir des soirées. Oui, parce que ça aussi, c'est dans l'ADN du collectif. C'est-à-dire qu'on a toujours été d'abord organisateur de soirées, finalement, ce collectif. En plus d'être bien sûr dans des activités artistiques, on a toujours créé des rendez-vous avec le public sous forme de soirées, sous forme de représentation, bien souvent, de spectacles vivants, de théâtre, de musique et autres. Le collectif s'était fondé, lui aussi, sur une création de spectacles. Ça a été, au départ, ce collectif, c'était un spectacle, c'était une compagnie quoi, qui s'est ensuite ramifiée en plusieurs compagnies. Et donc on a gardé toujours cette habitude d'avoir un lieu de diffusion. On en avait un anciennement qui était un petit peu comme une petite salle de musiques actuelles, on va dire, qui était très cosy, très confort. Je m'en rappelle, c'est comme ça que j'ai connu le Bazar Naum, parce que par un concert en fait. J'ai été invité par le COEF qui passait là-bas et je devais faire un son avec eux. D'ailleurs, pour moi, la soirée s'était pas très bien passée parce que j'avais oublié mes paroles pendant le concert. Je suis monté, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis monté, j'ai choc dur. Le trou noir. Ah ouais. Et tout le monde s'en rappelle dans le collectif. Tout le monde se rappelle que Bertrand, ce soir-là, avait oublié son c'est texte. passé inaperçu parce que j'ai freestylé direct comme une lettre à la poste. C'est passé, mais bon, j'ai oublié mon texte initial. Ok. En tout cas, ça s'appelait Studio 41. C'était l'ancienne salle qu'on avait. Et bien sûr, on avait très envie de poursuivre cette activité puisqu'on a accueilli énormément de compagnies et de groupes en résidence qui venaient travailler pendant une semaine ou 2 ou 4 jours, la durée de leur choix dans cette salle et présenter leur travail à l'issue de leur résidence. On voulait reproduire ce fonctionnement ici et on a acquis un bal monté qui est une ancienne piste de danse, un ancien dancing itinérant. D'accord. C'est ce type de salle avant qui se baladait de commune en commune pour organiser les bals du samedi soir et autres fêtes, des comités des fêtes. Donc salle démontable. Il y en a eu dans le Calvados, il y en a eu dans la région à une époque. Bon, bien sûr, c'est plus trop en vogue actuellement. On a plus des gros barnums dans les événements et autres manifestations. Mais ça a quand même un peu plus de charme. Celui-là a du charme. Ouais. Il date de la fin des années 70. Et on l'a acheté en Bourgogne. Il a été acheminé ici. On l'a monté de manière définitive, nous. C'est-à-dire qu'il n'est plus itinérant. Et il a fallu obtenir, bien sûr, la validation ERP pour pouvoir accueillir du public dedans. Après transformation, les transformations ont été effectuées depuis sur les 2 années et demie de chantier qu'on vient de se faire. Et on a obtenu la possibilité d'accueillir du public. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une autorisation ERP, tu peux en dire un peu plus? C'est l'autorisation d'accueillir du public dans les clous, dans les normes. C'est-à-dire qu'il faut répondre à un cahier des charges assez important, faire beaucoup de transformations, notamment en termes d'accès et de sortie de secours et autres. On a fait tous ces travaux, on a été des bons élèves et on a obtenu notre diplôme Parfait. d'accueil du public. Donc on fait ça depuis un mois. Vous pouvez accueillir tous les artistes de Caen, pour ceux qui veulent demander comment on fait pour avoir accès à votre scène. On discute avec qui? C'est payant? Concrètement, pour jouer au bal monté. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une salle, on a la possibilité d'accueillir du public, mais on n'a toujours pas de budget de programmation. Une salle, ça fonctionne d'abord avec un budget de programmation pour établir une saison.
on n'aura jamais ça. C'est-à-dire qu'on fonctionnera toujours sur le mode résidence, fin de résidence, et donc artistes qui sont intéressés pour jouer chez nous parce qu'ils ont eu un lieu de travail pendant une période donnée et qu'à l'issue de cette période de travail, ils peuvent présenter un spectacle. D'accord. Il y aura quelques soirées où on pourra faire un peu de billetterie, mais on est en organisation de ça parce que là, on sort d'un mois de programmation où on a fonctionné comme une salle normale parce que tous les groupes et toutes les compagnies qui ont joué dans cette salle l'ont fait gratuitement. Donc c'est d'abord, moi c'est l'occasion, micro ouvert, de remercier l'ensemble des groupes et des compagnies, et ils sont nombreux, qui ont joué gratuitement. Pour la première soirée ? Pour le premier mois d'activité. À raison de 3 à 4 spectacles par semaine. On a appelé cette opération « Ouvrez le bal ». Et on a eu tout de suite le soutien des amis musiciens, des amis qui font du théâtre et autres. Et on a pu organiser ce mois de programmation pour se faire un petit peu les dents sur notre salle, pour apprendre à la faire fonctionner, pour apprendre réellement, concrètement à accueillir du public. Et du coup, c'est grâce aux gestes que ces gens-là ont fait en venant jouer gratuitement qu'on a réussi à le faire. On n'a pas d'autre solution que d'inviter les gens à jouer gratuitement tout de suite. On n'a pas d'enveloppe de programmation. Mais du coup, pour ceux qui sont intéressés, il y a moyen de partir sur une location ou pas ? On n'a pas encore mis ça en place parce que, étant donné qu'on est aussi une association ceux qui ont les moyens de non rentable, si tu veux, on n'est pas non plus dans une logique de louer la salle, comme peut le faire le Cargo quelquefois, ou des salles plus grosses. On n'est pas dans cette logique-là non plus, qui serait peut-être plus une logique marchande. On est plus à entretenir une collaboration avec des compagnies, avec des gens au niveau artistique, et puis à essayer de voir comment on peut monter une soirée ensemble. Donc forcément, à la question comment on fait pour jouer au Bal Monté ou au Bazar Naum, forcément, c'est d'abord entretenir une relation, présenter un projet de soirée ou un projet de groupe, pourquoi pas, un projet de spectacle à présenter. Et après avoir parlé de ça, voir la période de travail qui pourrait avoir lieu dans le Bal Monté pour donner lieu à une représentation ensuite, par exemple. Et puis tout ça, on est en train d'inventer un nouveau fonctionnement. Ouais, ici. Ça commence à peine là. Le fait d'accueillir, de pouvoir accueillir du public sans contrainte, quoi. Parce que c'est ça en fait. On n'a jamais connu ça avant. On était obligé de faire adhérer les gens pour qu'ils rentrent dans la salle, dans notre ancien lieu. Oui, c'est ça. Maintenant, on se retrouve à être une salle vraiment de diffusion de spectacles. Donc assez bonne capacité, ça, on a à apprendre. On va inventer aussi un fonctionnement par rapport à cette nouvelle liberté qu'on a. Mais je suis confiant, ça va donner quelque chose ça donne déjà quelque chose de correct. Là, on est là, j'imaginais même pas. À la base, moi, je voulais faire ça chez moi, ce podcast, mais j'ai eu un tel qui m'a dit qu'un tel a dit que, tu vois, et je me suis retrouvé là et accueilli avec le sourire, quoi, et surtout la compréhension, une ouverture d'esprit pour déjà voir ma vision, quoi, de ce que je proposais, et de l'accepter et de m'aider à monter ça. Donc pour ça, je vous remercie. Ouais, puis toute l'équipe, quoi. Il y a un côté générationnel, croisement des générations aussi, croisement des disciplines artistiques, mais aussi croisement des générations, parce que nous autres qui animons ce collectif depuis plus de 20 ans, on a aussi besoin d'avoir des forces vives qui arrivent, des gens qui renouvellent un peu l'activité, qui nous piquent un peu le cul, qui nous poussent un peu dehors, pourquoi pas, mais on le souhaite, figure-toi, vraiment, pour pouvoir nous un peu faire autre chose, aussi, et que tous nos efforts soient récompensés par la présence de nouvelles têtes. Ouais, c'est ça, c'est passer le bâton. Voilà. Tout simplement. Alors, merci Manu, merci pour toutes ces informations. Comme je t'ai dit, nous sommes contents d'occuper les lieux, de rentabiliser ça aussi. C'est ça quelque part aussi, avec de bons projets, une bonne vision, de bonnes idées tout simplement, et des gens volontaires surtout de faire quelque chose de correct. Parce que moi, j'ai toujours été amoureux des choses... de qualité, même pas de qualité, de super qualité, tu vois. Du grand luxe. C'est ça. Ma daronne, elle me disait toujours, t'aimes trop dans mon patois, si je le traduis en français, ça donne t'aimes trop les grandes choses. Mais en français, c'est t'aimes le luxe, quoi. Donc, mais c'est pas le luxe Louis Vuitton, tu vois, c'est des trucs, des idées qui, quand tu regardes, tu dis waouh, what the fuck, ça c'est lourd, ça.
Donc voilà, merci en tout cas Manu. De rien, merci. et puis la radio vous est ouverte, on n'a pas parlé de la radio. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Radio Bazar Naum Radio Bazar Naum existe toujours et sera bientôt remise d'actualité. Oui, on s'apprête avec un ami Valentin qui est ici présent. Valentin qui nous aide pour... Il y a beaucoup de gens qui travaillent, vous savez pas. Ouais, Valentin qui lui nous aussi aide pour représente le son tout le temps. les forces vives, le renouvellement de l'équipe du Bazar Naum, et on a un plan d'attaque là pour remettre Radio Bazar Naum d'actualité. Ce sera une radio web très musicale dans un premier temps, avec des podcasts accessibles sur la page web, bien évidemment. Mais on va rompre un petit peu avec le fonctionnement d'avant d'une radio associative, avec tous les codes de la radio associative, avec des émissions régulières, de manière hebdomadaire, etc. On va rompre un peu avec ça pour travailler une musicale sur le web, et puis du programme quand même, comme celui que tu proposes, Bertin, à la carte sur le site de Radio Bazar Naum, qui sera bientôt renouvelé. Donc, apprêtez-vous à retrouver le Trépils aussi sur le site du Bazar Naum, comme Manu vient de le dire. Et l'aventure continue. Hein. On est qu'au début, là. On est quoi, 3e épisode? Hicham, c'est quoi, 3e? Votre aventure continue. Moi, je vais prendre des vacances. Merci Manu, merci en tout cas. Du coup, tu as quelques dates à annoncer pour les concerts? Qu'est-ce qu'il y a qui arrive? Il y a une grosse soirée le 17 décembre. Je peux l'annoncer dès maintenant. La com n'est pas encore partie, mais on va dire que c'est du coup un scoop. Oui, ça va partir. Où on accueille une autre association caennaise qui compte, parce que Caen, et on ne l'a pas dit, mais est aussi la ville spécialiste des collectifs alternatifs. C'est ça. Il y en a un autre qui s'appelle le collectif Là-bas. Je pourrais en citer 4 autres encore. On va peut-être pas reprendre du temps avec ça. Là-bas, si, je connais. Mais là-bas, il y a Les Tourneurs notamment. Une des structures du collectif Là-bas, c'est Les Tourneurs. C'est à la fois un label, des producteurs, des gens qui portent et qui développent des artistes, souvent des artistes qui pratiquent des musiques créatives, audacieuses, un peu différentes, qui ne sont pas du tout mainstream, et qui font un super boulot. On les accueille le 17 décembre. C'est aussi la branche jeune du Bazar Naum qui organise cette soirée, avec beaucoup d'applications. Donc il y aura du mix en fin de soirée. Il y aura 3 groupes de proposés qui sont des groupes en tournée, plus un groupe local. En tout cas, un programme. Les univers peu de ce qu'ils vont proposer, ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ça risque de sonner un peu pop rock de ce que j'ai entendu. D'accord. Enfin, plutôt punk rock de ce que j'ai entendu, et avec des mix dans la famille plutôt électro. Voilà. D'accord. Ok. Bon, le programme sera diffusé en détail sur les réseaux. Plus précisément ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, retenez la date, c'est le 17 décembre. 17 décembre pour la soirée au Bazar Naum, si vous cherchez où aller. La soirée de Les Tourneurs. La soirée de Les Tourneurs. Donc du coup, si vous voulez suivre la page, vous êtes présent sur Facebook, Instagram, et vous avez un site qui va être de toute façon, remis d'actualité aussi. Sur le site Bazar Naum, vous avez toutes ces informations là qui se recoupent, ainsi que ce que je vous ai expliqué sur le fonctionnement du collectif, qui est assez détaillé sur le site. N'hésitez pas à rendre visite. Donc voilà, merci Manu. Merci à vous. Continuez comme ça, bye bye. Let's go. Donc, Monsieur Barlem. C'était très instructif. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Qu'est-ce que t'en as pensé de toutes ces informations? C'est très très bien, tout ce qui est mis en place. C'est toujours inspirant. Moi, j'ai toujours une espèce d'excitation quand il y a des énergies collectives. En plus, il y a un petit côté chauvin. Tout ce qui est local, tous les gens qui se bougent dans ma ville. C'est d'abord ça. On commence d'abord par là. Ça suscite un peu d'admiration, parce que tu te dis, il faut quand même de la patience, de la détermination, de la constance, du sérieux pour réussir à faire tout ça. Donc en vrai, c'est cool, c'est créatif. Et c'est vrai que quand il y a un peu cette marque-là, d'avoir pas mal de collectifs alternatifs, là tu citais Là-bas, il y a La Demeurée, il y a, je crois, le collectif La Maison aussi qui est pas très loin. Il y a pas mal de trucs qui se font comme ça. Il y avait la Pétro qui partageait aussi. La Pétro, la Bibi qui est la compagnie Amavada, mais c'est quand même un fonctionnement collectif. C'est ça. En tout cas, il y a plein d'initiatives comme ça, c'est toujours cool. Et quand c'est en plus pour valoriser la culture qui est rarement une priorité. C'est ça. Qui ici le devient. Et en plus, ça prouve aussi que
je vais le dire de manière un peu beauf, mais ça prouve que les gauchos, ils savent faire des trucs propres, quoi. On va dire, tu vois, que c'est pas toujours désorganisé, à l'arrache. Ça change un peu aussi l'image. Tu crois qu'il y a cette idée reçue, là, qu'il y a des gens paresseux ici, ou je sais pas? Pas paresseux, mais je pense que dans la forme, quand on parle de culture et quand on parle de collectif alternatif, les gens, ils s'imaginent... des gens qui sont dans la montagne en train de manger du fromage de chèvre avec des djembés, quoi. Ouais, des glandeurs. Voilà. Et que quand ils arrivent devant une structure qui est vraiment montée, avec une organisation qui accueille soit des troupes, des artistes, rien que de faire une émission qui est comme ça, dans un modèle très actuel, dans un lieu qui est hyper propre. Enfin, le studio, il est qualitatif. Ouais, il est respectable, le lieu. En vrai, même les gens sont super cool, super avenants. Un très très bon esprit, quoi. Ouais, et puis c'est voilà, une fois qu'on arrive ici, c'est ouvert. Moi, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à réussir à passer la porte, ou en tout cas à vraiment m'intéresser à l'univers du bazar. J'en étais un petit peu loin, mais une fois qu'on est dedans, c'est vrai que c'est pas évident de rentrer dans un collectif, de toute façon. Hein. À la fois, nous, on passe notre temps à dire que la porte est ouverte, et en même temps, on a tout à fait conscience que c'est pas évident quand on est à l'extérieur d'un collectif, tout doucement de glisser à l'intérieur, de s'infiltrer et de venir faire des trucs dans le collectif. Ouais, et puis c'est notamment des trucs sur lesquels on travaille, quoi, d'ouvrir la porte le plus possible. Et c'est bien, et ce genre de déjà l'émission, ce genre de truc, ça permet aussi à d'autres de découvrir que ça existe, s'y intéresser, et ouais, ça promet justement encore plus de développement. Et voilà, il y a eu même les open mic là, quand on parlait des distributions. Ouais. Enfin, on parlait, c'était pas moi qui parlais, mais il y a eu des open mic qui sont venus. C'est toujours des jeunes de notre génération, voire encore plus jeunes, qui sont venus prendre le micro. Et c'était peut-être pour certains la première fois qu'ils venaient ici. Et puis ça colle tout à fait. Ils sont dans l'art urbain, dans l'art la musique de rue. C'est les arts de la rue qui se croisent avec de la musique urbaine, et ça résonne, ça marche ensemble. Bah ouais. Gloire à l'art de rue. À refaire ça aussi. Gloire à l'art de rue. Gloire à l'art de rue, dédicace à la FF. Donc je disais, Monsieur Barlem, comment ça va? Tu es arrivé, tu étais un petit peu fatigué, tu m'as dit, tu revenais de concert. Ouais, c'est pas moi qui jouais, mais c'était Isha. Ouais, Isha, on en parlait tout à l'heure, le rappeur belge, c'est ça? Exactement. Du coup, ça a été son concert? C'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. C'est un artiste que je kiffe. J'ai saigné tout son dernier album, hyper talentueux. Alors que pourtant, il fait partie des artistes qu'on aurait pu appeler un peu underground dans le rap, et je trouve qu'il a réussi à mixer cette image un peu de rap underground hip-hop, vraiment, avec quand même un côté actuel et frais qui fonctionne très bien. Bête de parole, bête de style. Enfin, en vrai, j'adore cet artiste. Et ils ont fait le tournage en plus d'un Grunt. Grunt, c'est une émission sur Internet où tu as toujours le format, c'est une table, quelques micros exactement comme ça, en ligne, des rappeurs, et ça freestyle. Et donc, en général, ça donne quand même ça permet de découvrir des têtes, et puis ça permet de voir plein de rappeurs qu'on adore qui sont réunis ensemble pour freestyler. Et là, le fait de le faire en live avec du public, c'était filmé aussi. En fait, c'était ils l'ont fait hier, comparable à ce qu'on fait là. Ouais, ils l'ont fait hier. Le Grunt, c'était la première partie. Ah, c'était un Grunt. La première partie. Oh, d'accord. Et ça mélangeait aussi différentes générations. Des jeunes comme Zekan Lux, des moyens jeunes comme Isha ou Limsa Dolnay, etc. Et des anciens, il y avait Aketo de Sniper. Ouais, voilà, Aketo. Ça fait une brochette. Moi, j'étais refait. T'as rentabilisé ta soirée, quoi. Fort. Si, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais, en fait, quand tu parlais de Isha et tout, je pensais à, vu que t'as été, t'as rentabilisé ta soirée, t'as kiffé le concert, quoi. J'étais en train de me demander quel artiste t'a déjà donné envie de réécrire tes textes. Moi, je donne l'exemple parce que... ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, tu l'écoutes et tu fais... Ouais, en fait, non, je suis pas allé assez loin. Ah ouais, non. Là, je suis un peu... Il faut que je reformule ça parce que je suis très en dessous de ce qu'il propose. Moi, pour ma part, ça serait Nas et The Weeknd. The Weeknd, le chanteur. Des anglophones, du coup? Oui, des anglophones. Ah ouais, ok. Nas et The Weeknd. The Weeknd, j'ai écouté un de ses albums, j'ai dit...
ce que j'écris, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Les derniers sons que j'ai écrits, c'est pas ça. Il faut que je reprenne la plume plus sérieusement, quoi. Ah ouais, et c'est Nas, marrant. lui, ça fait longtemps quand même qui m'impressionne lyricalement parlant. Mais c'est pas les seuls. Hein. Mais je te donne les gens qui m'ont donné En fait, moi, envie de réécrire, quoi. Je suis juste surpris par le côté anglophone parce que quand tu le retranscris en français, ça. En général, enfin, je sais pas, les traductions de chansons anglaises que j'ai faites après, c'était peut-être. Genre, si tu traduis les Beatles et tout, tu te dis, ouais, en fait, mes textes sont bien. Dans le rap, je pense que ça fait un peu moins mal aux fesses quand même. C'est clair, c'est clair. Ce qui est écrit. Ils ont une plume, tu vois, mais après, je trouve que le rap français, il y a tellement plus de possibilités que de l'anglais. mots, d'associations. Ou alors, c'est juste que je suis pas assez à l'écoute, peut-être de ces groupes-là aussi. Hein. Je connais pas assez bien. L'anglais, bon, The Weeknd, il est solo aussi. Mais Nas, c'est pas un groupe, Nas, c'est Nas, quoi. Non, quand je dis un groupe, tu vois. Ah, ok. Ah, le groupe, ok. Les groupes de musique, enfin des artistes. D'accord. Mais oui, Nas, on connaît quand même. Ouais. Donc, ouais, ce sont ces deux-là qui m'ont donné envie. Donc, Ok. du coup, toi, ça t'est déjà arrivé ou... Et bah, ouais, mais du coup, pas avec des artistes anglophones, mais clairement Alpha One, quoi. Oui, Alpha One, ouais. Clairement, Alpha One, quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh, en fait. Il écrit bien, Alpha One. Il écrit très bien et il écrit d'une manière un peu déstructurée. Et moi, je viens d'un. C'est même pas je viens. En fait, naturellement, je suis assez géométrique dans. Je sais pas si on peut dire géométrique, mais tu vois, je suis vraiment dans les trucs. Rimant A, rimant E, rimant A, rimant E, Bah, rimant d'accord. E, rimant E, rimant E, rimant Ouais, E. t'es dans Enfin, le... tu vois, les trucs par 4, etc. Je compte les syllabes. Ça sont les bases de l'école, ça. Sûrement les Oui, bases. ce sont les bases. Ce qu'on nous apprend, les bases de la Oui, poésie, ce sont les bases, etc. ouais. Et en fait, Rime en vrai, c'est la solution de facilité. Ça rime. la preuve. Bien joué, Tu bien peux joué, le nier. Manu. Tu peux le nier. Tu ne peux pas le nier. Tu ne peux le nier, ce que j'ai dit, ouais. Et du coup, en fait, Alpha One, c'est un des premiers qui m'a mis une claque dans le sens où il va te mettre un mot dans une phrase et en fait, le mot, il va rimer 4 phrases plus tard et tu vas faire wow. Je me souviens encore de la première phrase. Ouais. Et Il fait un rappel, ça s'appelle un rappel, ouais. 16 mesures plus tard. Ouais, c'est un rappel. Et ouais. Et il a des constructions comme ça et il a des trucs où il rebondit. Il a des punchlines incroyables auxquels et en fait, c'est encore plus ce que j'aime, moi, dans les artistes, c'est encore plus que... il faudrait que je réécrive ce que j'ai déjà fait. C'est plus... Damn, j'aurais trop voulu que ça soit moi qui l'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'écoutes, tu fais ça avec des phases. Il y a des punchlines, tu te dis, ah, c'était facile ça. Pourquoi j'ai pas trouvé ça? Soit c'était facile, soit putain, genre, enfin, tu sais, Ouais, juste pour la légende, tu vois. C'est moi qui l'aurais sorti ça. Waouh! C'est ça. Moi, ça m'arrive beaucoup, la plupart du temps, avec des punchlines, quoi. Des Tu vois, phrases la par-ci, punchline d'Alpha One, il dit ici c'est racisme, vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Tu vas t'écouter, t'es là, le bâtard! Ouais. Ah, le bâtard! Mère patrie, damnation, pas Tu vois mal. ce que je veux dire? Ouais, Et avec mal. le double sens, les trucs, tu fais, ok, vas-y, c'est bon. C'est une bonne manière d'écrire aussi. Il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. Ils commencent avec une histoire qui découle sur une autre, et à la fin du sketch, il te ressort la chute de la première blague avec laquelle il a ouvert. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pas mal, ça aussi. C'est une bonne manière d'écrire aussi. J'aime ça. bien. Donc, du coup, voilà. Donc, tu es un artiste. J'arrête de dire artiste de la région, ça me fatigue. Tu es un artiste et tu es musicien aussi, artiste-compositeur. Qui est Barlem? Que fais-tu? Moi, je sais qui t'es, mais petite introduction pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont tomber sur cette vidéo. Et bah, pour faire simple, comme tu dis, je suis artiste, donc chanteur, rappeur. Je dis producteur parce que je fais tu joues aussi. On met le mix, la compo, tout ça dedans, les arrangements, les trucs. Donc en gros, artiste et producteur. De base, dans les premières années, parce que ça fait à peu près 10 ans moi que j'existe sous ce nom-là, mais la vraie naissance du projet, en tout cas moi, le vrai tournant qui s'est joué, c'est là cette année. Donc j'ai l'impression en fait d'avoir passé un autre palier. Ouais, d'avoir fait une mue, en fait. Ouais. Tu vois, et j'ai presque des fois envie de me présenter comme un nouveau. Comme si je venais d'arriver. Parce que un peu Renaissance, Nouvelle DA, etc. Parce que moi, je viens du coup de l'école des sound systems. Donc, comme tu disais, reggae, dub, dancehall, raga.
et tous les styles qui correspondent à ça. Et voilà, de base, j'étais beaucoup là-dedans. J'en ai fait pas mal. Et ça a évolué après assez naturellement. Et aujourd'hui, je fais plus du tout de reggae, par exemple. D'accord. Pourquoi ? Parce que... Le reggae, c'est bien. Hein. Le reggae, c'est bien, ouais. C'est le très, reggae, très c'est bien. bien. J'adore en écouter. Ça reste toujours oui. la musique que je kiffe écouter. Après, en fait, c'est juste que je m'amuse plus avec d'autres trucs. Je trouve que aussi, il y a une contradiction entre le message du reggae et le milieu, un peu. Petit message au milieu reggae. Le milieu reggae à Caen ou en général ? Non, à Caen, à Caen déjà, le milieu reggae, il est quasiment inexistant. Bah ouais, il est en PLS ici, c'est grave. Ouais, fort. Ça n'a pas toujours été. Ça n'a pas toujours été. C'est vrai en plus. C'est vrai. Non, parce que depuis les premiers, pour moi, les premiers, c'était un peu PRS. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu Darka, il y a eu Rastart. Avant PRS, si je peux me permettre pour l'histoire du reggae cadet, quoi. Mais c'était une lignée après, quoi. Ouais. Mais il y en a eu d'autres aussi. Hein. Il y en a eu plein. Hein. Enfin, en tout cas, il y a eu une vibe qui correspondait à une vibe nationale aussi ou internationale, de toute façon, du comeback du reggae, quoi. Mais ça commence à dater, par contre. Hein. Ça devait être plus récent. C'est les années 90. Et à l'époque, 90, les gars, au passage, le hip-hop était complètement inexistant. Il n'y avait rien ici. Ah ouais, là où maintenant, les rôles sont très largement inversé, ouais. quoi, parce qu'on compte plus les artistes de hip-hop et de qualité sur Caen. Ouais. Par contre, il y a moins de groupes de reggae, en gros. Hein. C'est ça, mais il y a moins de groupes de tout, je crois. Hein. En fait, je trouve que le reggae, il a été aussi victime de ce que lui-même il a engagé, c'est-à-dire que le hip-hop, il a été beaucoup plus dans une volonté de se tourner vers l'avenir, et que en vrai, quand on parle de musique de rue, de musique populaire, et le hip-hop, il a vraiment cette ouverture-là qui fait que tout le monde va trouver un peu chaussure à son pied. Et il est d'une ouverture aujourd'hui qui fait que quasiment tout le monde peut en écouter ou tout le monde peut s'y mettre. En fait, il s'est donné les clés pour être accessible de manière universelle. Et donc, c'est devenu une espèce de super style, super puissant, parce que tout le monde écoute ça, quoi. Mais pour toi, c'est à cause de quoi ? Et je pense que c'est ce que je te dis, je pense que c'est une volonté... Grâce à quoi ? Moi, attends, je te dis ce que moi je pense. Vas-y. Et tu pars après sur. Moi, je pense, en fait, le hip-hop, lui, c'est du breakbeat. De base. C'est de base. Ouais. C'est de la batterie. Le reggae a déjà une identité sonore. Donc, évoluer après, c'est comme si tu demandes la musique classique d'évoluer. Ils ne peuvent pas vraiment partir très loin parce qu'il y a déjà une signature dans les sonorités. Le hip-hop, c'est ça. Et ça, tu peux rajouter ce que tu veux. Dès que tu as une batterie, le hip-hop, c'est breakbeat à la base, c'est tout. C'est tout, tac. Ouais, je vois bien. Et bon, je vois bien, mais tu vois, et du sample. Tu vois quand même la quantité de styles et de nouvelles sonorités qui en découlent tout le temps. C'est ce que je suis en train de te dire. Là est la vraie raison. Le reggae, ça pourrait être la même chose. Quand tu as juste la batterie, tu pars après sur ce que tu veux. Mais le reggae, tu peux pas trop le tronquer comme ça, en fait. Si on part là-dessus, si le hip-hop, c'est le breakbeat, le reggae, c'est le skank. C'est juste le contretemps. L'accord à contretemps. Et à partir c'est déjà quoi ? C'est une sonorité. C'est ce que je veux dire. C'est pas la batterie. C'est pas le sample de. C'est pas le breakbeat de James Brown. C'est James Brown qui a inventé le hip-hop quelque part. Mais si le hip-hop s'est plus développé que le reggae, c'est parce qu'il s'est plus renouvelé. Il s'est plus ouvert. Il s'ouvre constamment. Oui, c'est une musique de sample. Tous les 5 ans, le hip-hop se renouvelle totalement. Enfin, je dis tous les 5 ans à la louche comme ça, mais en tout cas, il y a un renouvellement continu, quoi. Ouais. Ce qui est moins présent dans le reggae. Encore que. Il y a aussi croisement entre le reggae et le hip-hop. Il y a un label qui s'appelle Styx Records. Vous connaissez les Styx Records? Je connais pas. Avec des artistes qui refont en formule hip-hop des morceaux souvent très mainstream, très connus, etc. D'accord. Mato, ça vous dit rien? Taggy Matcher. Non. Et qui attrape des morceaux souvent et refont un fond de reggae dessus.
en gardant le toast souvent hip-hop, et ça fait vraiment du reggae hip-hop, un gros mélange, et ça se marie super bien. De toute façon, c'est assez voisin quand même. c'est clair. Le ragamuffin, c'est quand même. Mais c'est clair, et ça s'est toujours mélangé la aussi. jonction entre le hip-hop et le reggae. C'est ce qu'ils faisaient les Chabarangs et tout à l'époque. Puis du ragamuffin. C'est ce que je kiffe aussi, même moi, dans ma manière d'amener la musique. C'est le mélange entre live vibe, reggae, dancehall, qui m'a amené aussi au rap, mais en gardant quand même cette identité-là. Et ouais, ça se croise, mais voilà, tout ça pour dire que, contrairement au hip-hop, je pense qu'en effet, le reggae manque peut-être de fraîcheur. Je ne sais pas si c'est par volonté, etc. Enfin, je pense qu'il est victime de son image aussi, mais qu'il a sa responsabilité là-dedans aussi, parce que franchement, en tout cas en France, quand je vois ce qui sort des fois en reggae français, moi je suis désolé, mais je trouve que y a peu de progrès, ou il y a moins d'inventivité, ça tourne un peu en rond. On a compris. Tu vois, on a capté, donnez-nous autre chose. C'est pour ça que la plupart des excuse-moi de te couper, c'est pour ça que la plupart des artistes depuis de reggae, dancehall, tout ça, la plupart depuis 10 ans se sont dirigés un peu plus vers le hip-hop. Je prends l'exemple de Kalash. Kalash, il en fait toujours, tu vois, il en fait toujours un peu, mais Kalash, il a fait du rap, il a explosé avec du rap, je crois. Nika lâche, c'est son premier tube. Bendo, et c'est du rap, c'est pas de la dancehall, c'est pas, tu vois. Donc, ouais, je te rejoins dans cette idée-là, que ça s'est un petit peu essoufflé, mais c'est cyclique, ces trucs-là. Il suffit juste qu'une nouvelle tête arrive qui plaise aux filles et avec un petit peu de talent, et c'est reparti pour un tour. Le seul qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Bigaranx, pour moi. Il est de Rennes, non, lui? Il est de Tours. De Tours. Ouais, avec son label Brigante Records, là. Ils sont basés à Tours. Et lui, pour moi, c'est le seul à avoir réinventé ce style pour être dans une recherche de nouvelles sonorités. Et quand tu l'écoutes aujourd'hui, tu fais ah ouais, c'est frais. Et il a gardé les bases musicales du reggae, les codes, mais de manière actuelle. Et pour moi, c'est quasiment le seul artiste de nationalité française, même s'il chante en anglais. D'ailleurs, aujourd'hui, même il chante en français. Parce qu'il y a un album d'Horace Andy qui vient de sortir qui n'est pas du tout piqué des hannetons, qui est franchement bon. Alors, dans tout ça, je parle pas des Jamaïcains, je parle surtout de la France. Des Jamaïcains de Londres, parce que ça reste quand même la musique londonienne par excellence, le reggae. Quand même. Ouais, non, mais le reggae anglophone, d'ailleurs, évolue avec des artistes comme, je sais pas, Lila Ike ou Ike, je sais pas exactement comment on dit. Kofi. Kofi, je connais, ouais. Tu vois, même les Chroniques, Protoche et tout. Janine, voilà. Il y a quand même les voix féminines sont toujours présentes. C'est ça. Eux, déjà, c'est leur culture de base, et puis ils sont anglophones, donc ça va toujours passer. Dès que tu pètes, tu t'es amené je sais à... pas, dans le style, il y a un côté... J'aime pas trop dire ça, parce que ça reste un peu jugeant, mais en même temps, c'est un avis, c'est personnel, tu vois, mais je trouve ça moins ringard. Il y a un côté que ce qu'on fait en France, des fois, c'est un peu ringard. Déjà en France, il y a eu du mal à accepter le reggae. Tu crois que ça va perdurer? Le R&B, il a fait. Mais pourquoi? Il doit bien faire 3 ans d'existence en France, le R&B. Il y a aussi le côté où, tu sais, moi j'ai du mal avec, j'ai un peu de mal avec le côté. C'est pour ça que j'admire aussi des initiatives comme ça, avec le côté, on se contentera de ça, tu vois. On va se contenter de mix pas trop forcément ouf. On va se contenter de paroles. Qui sont un peu toujours pareils, on va se contenter de concerts qui sont mal organisés, d'avoir une image un peu claquée parce qu'on est pété en organisation. La palme d'or des flyers les plus claqués au sol, le reggae quand même, tu vois ce que je veux dire, ça 2022, comics sans MS. Non, le plus grand des calmes. Les boîtes de nuit ont les flyers les plus claqués, c'est pas le reggae. Franchement, il y a des sons de système, mec, je te dis... C'est vrai, ils sont ex-aequo. Ouais, y a moyen. Boîte de nuit et les tu vois, soirées reggae dans sont ex-aequo. Dans les flyers les plus pétés. Voilà, et c'est le côté, on se contente de ça, et après, on s'étonne que les gens... Enfin, je sais pas, il y a un côté, du coup, après, on te met une étiquette, tu fais du regard, ouais, t'es un branleur, ouais, tu vas rien pouvoir faire, ouais, c'est... Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, il y a une image négative, mais je pense qu'il y a une responsabilité même. Se soigner pour être pris au sérieux, tout simplement. Voilà. C'est un truc... c'est ça, et puis c'est une notion à avoir quand t'es artiste, croire, y a même de pour n'importe qui, quoi.
c'est pas si ouvert que ça non plus. Il y a beaucoup d'entre-soi, il y a beaucoup d'histoires. Voilà, après là, je tire un portrait. C'est le de monde fou. du divertissement, ça. Il y a toujours des histoires partout. Mais quand tu chantes Unity, bah derrière, des fois, tu te rends compte de certaines choses, quoi. Il y a des gens qui chantent Unity, ils tapent leur femme, hein, c'est pas... Par exemple. Enfin bref, en tout cas, voilà. Après, ça reste un style de musique que je kiffe. Je pense qu'il y a des gens qui le font très bien. Et voilà, et je suis pas à l'abri de ressortir des morceaux comme ça, si j'en ai envie. Mais bon, je suis plus... Si t'as des doutes, tu te remets Survival et puis c'est reparti comme en 14. Non, mais j'écoute du Don Carlos et je suis bien. Et c'est pas Rof qui avait dit c'est reparti comme en 46. C'est ça. En 46. Oh my God, shout out to Rof, la légende. C'est reparti comme en 46. Rof va me tuer, mon gars. Donc oui, donc là, ton parcours, c'est quoi? Tu as combien de projets sur le marché? Et bah, franchement, depuis que tu chantes, qu'est-ce que tu as fait comme projet? Et combien? Et bah,